Sur les îles britanniques, situées dans la partie nord de l'Atlantique, il n'y a aujourd'hui aucune population, mais la vie y était autrefois foisonnante. Au XIXe siècle, un phare y a été construit, surveillé par 3 gardiens. D'une manière tout à fait mystérieuse, ils ont disparu sans laisser de traces en un instant, il y a presque 100 ans, et depuis, cet événement est enveloppé de mystère. Cela semble effrayant, n'est-ce pas? L'histoire de la disparition des gardiens du phare sur les îles Flannan devait être le sujet central de la vidéo. J'ai commencé à m'immerger dans les détails mystiques de l'enquête en étudiant les conclusions de l'instruction, les témoignages, les mythes des populations locales et l'histoire des phares. C'est ici que les choses deviennent vraiment intéressantes. La disparition de 3 personnes sur les îles Flannan n'est qu'un des nombreux événements mystérieux et parfois troublants qui se sont produits dans les phares d'Europe et des États-Unis au XIXe siècle. Les gardiens disparaissaient, devenaient fous ou commettaient même des suicides. Ainsi, il ne s'agit pas seulement d'un cas mystérieux au phare de Flannan. C'est une histoire sur la façon dont et pourquoi les phares sont devenus, probablement, les endroits les plus maudits de cette époque. Dans ma mémoire, le phare a toujours été associé à la romance. Une haute tour sur le rivage, le bruit des vagues de l'océan et les cris des mouettes. Cette image irradie l'espoir, le salut et la lumière dans l'immensité de l'obscurité du futur, tel qu'il était pour les marins. Cependant, pour ceux qui servaient au phare, les hauts phares sur les côtes d'Europe et d'Amérique ont rapidement acquis une mauvaise réputation. Au XIXe siècle, les gens vivant à proximité partageaient des histoires effrayantes et mystérieuses. Certaines de ces récits étaient inventés, d'autres étaient vrais. À noter, cette vidéo contiendra des détails véritablement troublants. Donc, si vous prévoyez de grignoter en regardant, faites attention à ne pas faire tomber vos biscuits. Le 15 décembre 1900, le paquebot transatlantique Archtor passe à proximité des îles Flannan et remarque que la lumière du phare est éteinte. À ce moment-là, 3 employés chargés de son entretien, travaillant 24 heures sur 24, devraient s'y trouver. À son arrivée à Édimbourg, le capitaine du Torah signale le phare hors service aux autorités. Cependant, en raison de la détérioration des conditions météorologiques, les vérifications ne sont effectuées que 11 jours plus tard. En s'approchant des îles, le capitaine du navire de sauvetage donne un coup de klaxon retentissant et tire une fusée de détresse. Le phare reste dans l'obscurité et les gardiens ne montrent aucun signe de vie, mais... Il était le 4e employé du phare et avait passé les dernières semaines en congé. Moore monte dans le bateau et accoste sur l'île. En grimpant l'escalier raide, il atteint la base du phare, mais découvre que la porte d'entrée est fermée. En entrant dans les logements, Moore remarque une horloge arrêtée dans la cuisine, de la vaisselle intacte et une chaise renversée sur le sol. Tout le reste est à sa place, sauf les personnes. Le seul être vivant dans le phare s'avère être un canari dans sa cage. 2 autres marins du navire de sauvetage débarquent sur l'île. Ils inspectent soigneusement les lieux, mais ne trouvent personne. Les 3 gardiens du phare ont disparu sans laisser de traces. Le mystère entourant la disparition des 3 gardiens du phare demeure d'actualité à ce jour, suscitant des conjectures et des théories des siècles plus tard. Commençons par les événements qui ont précédé la disparition. En 1899, le phare de Flannan a été construit sur les îles Flannan. Cet archipel se compose de plusieurs îles rocheuses, inhabitées au nord de l'Écosse. Plus précisément,
Le phare est situé sur l'une des îles, appelée Ailean Mor, ce qui, en traduction de l'ancien langage local, signifie « elfe mort ». Au Moyen Âge, des gens vivaient sur ces terres, comme en témoignent les ruines d'un ancien temple. Cependant, au moment de la construction du phare, la région était déjà inhabitée depuis des siècles. À la fin du XIXe siècle, les seuls habitants de l'archipel de Flannan étaient les gardiens du phare. L'équipage se composait de 4 personnes. 3 travaillaient au phare, tandis qu'un se reposait sur le continent. Une fois toutes les quelques semaines, des provisions étaient livrées sur l'île et l'un des gardiens était remplacé. Regardez cette image. On y voit 3 des 4 hommes, les gardiens disparus. La photo a été prise peu de temps avant leur disparition. 3 d'entre eux se trouvaient au phare, accomplissant leur devoir, tandis que le 4e se reposait sur le continent. Le 2e à partir de la gauche est James, le gardien principal, âgé de 43 ans, dont il a passé la moitié de sa vie sur des phares. À ses côtés se trouve Thomas Marshall, 28 ans, le plus jeune et le seul célibataire de l'équipe. Le 3e disparu est Donald MacArthur, un gardien de 40 ans, qui a temporairement remplacé un collègue malade. Le 4e sur la photo est Robert Muirhead, le chef de l'administration écossaise des phares, qui a supervisé l'enquête sur la mystérieuse disparition. Quelques jours après l'arrivée du navire de sauvetage sur l'île, Robert a préparé un rapport détaillé. En plus des horloges arrêtées, de la vaisselle prête à être utilisée et d'une chaise renversée, il a découvert d'autres détails intéressants. Selon les sauveteurs, les lits semblaient avoir été utilisés récemment, comme si quelqu'un y avait dormi encore le matin, tandis que l'état de la cheminée indiquait qu'elle n'avait pas été alimentée depuis au moins plusieurs jours. Les vêtements d'extérieur de 2 gardiens étaient absents, tandis que la veste de Donald MacArthur était restée sur place. Cela signifie qu'il est sorti du bâtiment sans vêtements chauds, ce qui est extrêmement dangereux à la mi-décembre sur une île du nord de l'Atlantique. Robert Muirhead a également soigneusement inspecté l'île elle-même, ce qui s'est avéré facile, car sa superficie est inférieure à 1 km². Sur les parties est et ouest de l'île, Ailean Mor, se trouvent de petits quais. Si le quai était en bon état, le quai ouest présentait de nombreux dommages. Une petite voie ferrée menant au phare pour le transport de marchandises était fortement déformée. Les rails étaient arrachés et tordus. Une boîte de rangement pour les cordes d'amarrage était renversée et son contenu était éparpillé sur le terrain. À certains endroits au sommet de l'île, des morceaux de gazon avaient été arrachés. L'histoire s'est répandue rapidement, suscitant de nombreuses théories et conjectures, d'une vague géante inconnue de l'humanité à un fantôme censé hanter l'île, voire à un goéland géant enlever des gens. L'émergence de telles suppositions est tout à fait compréhensible, compte tenu de la mauvaise réputation de cet endroit. Pour mieux comprendre le contexte, il est nécessaire de discuter de l'histoire des phares. Croyez-le, c'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît au premier abord. Ce n'est pas simplement une tour avec une ampoule. Le besoin de phares est apparu avec l'utilisation active des navires. Le rôle principal de ces constructions est d'aider à la navigation. Les premiers phares étaient probablement de simples torches installées sur la côte. Il y a plus de 2000 ans, les anciens Grecs et Romains ont également créé quelque chose de semblable aux phares. Cependant, la construction à grande échelle de tours lumineuses en Europe n'a commencé qu'au XVIIe siècle, et au XIXe siècle, les phares étaient devenus une partie intégrante des côtes et des îles d'Europe et des États-Unis. À cette époque,
Les traversées transatlantiques gagnaient en popularité, ce qui a favorisé l'édification de nouveaux phares. Les phares automatiques n'ont vu le jour qu'au cours de la seconde moitié du XXe siècle. Auparavant, des gardiens y résidaient en permanence, dont les responsabilités comprenaient de nombreuses tâches, y compris l'assistance lors des naufrages. Cependant, la fonction principale des gardiens était de maintenir la lumière du phare en fonctionnement 24 heures sur 24. En raison des longues absences de chez eux, les phares étaient occupés soit par des hommes préférant la solitude, soit par des couples. Cependant, un séjour prolongé dans un espace limité, souvent soumis à des conditions météorologiques défavorables, devenait un véritable défi. Les incidents et accidents survenant inévitablement au phare étaient rapidement enveloppés de mystères. Par exemple, sur l'île de Boone, dans le nord des États-Unis, un siècle avant sa construction, un navire britannique y avait fait naufrage et les marins avaient repassé plusieurs semaines en attendant de l'aide. Les conditions météorologiques représentaient un véritable défi. Les sauveteurs, arrivés sur les lieux de l'accident, ont été confrontés non seulement aux survivants et aux victimes, mais aussi à des signes de cannibalisme. Ce n'est pas la seule histoire terrifiante liée à l'île de Boone. Au milieu du XIXe siècle, lorsque le phare était déjà en place, il était gardé par un jeune couple marié. L'homme est décédé seulement quelques semaines après le début de leur service, probablement en raison d'une maladie ou à la suite de l'impact d'une forte vague. Quoi qu'il en soit, sa femme a passé presque une semaine sur l'île avec le corps de son défunt époux. Lorsque les remplaçants sont arrivés, ils ont trouvé une femme épuisée et perdue. Il y a quelques années, le film Le Phare est sorti en salle. Bien que tous les spectateurs n'aient pas pu saisir pleinement ce qui se passait, ce qui nous intéresse davantage, c'est que l'auteur du film a été inspiré par une histoire réelle. Au centre de l'intrigue se trouve un phare sur l'île de Smalls, qui est aujourd'hui conservé pratiquement dans le même état qu'il y a 2 siècles. De nombreuses personnes ont regardé le film. Aujourd'hui, il ressemble à ce qu'il était il y a 2 siècles, demeurant une île inhabitée au large des côtes britanniques. Le seul phare à l'époque était en bois. Pendant cette période, 2 gardiens prenaient leur service, Thomas Howell et Thomas Griffiths. Leurs connaissances savaient donc que des désaccords survenaient souvent entre eux. Au cours d'une rotation de service, un accident s'est produit, entraînant la mort de Thomas Griffith. Le gardien Howell a dû faire un choix difficile. En jetant le corps à la mer, il risquait d'être accusé de meurtre. Les relations tendues entre les 2 Thomas compliquaient la situation. Finalement, Howell a choisi une voie plus responsable. Il a décidé de laisser le corps. Pour cela, il a fabriqué un cercueil et l'a fixé à l'extérieur du phare. À cause d'une forte rafale de vent, le cercueil s'est détaché et a continué à pendre à l'extérieur. L'horreur de la situation était aggravée par le fait que le bras de Thomas Griffith dépassait, donnant l'impression que le défunt faisait signe depuis le cercueil. Chaque jour, jusqu'à la fin de son service, Howell observait le cercueil suspendu avec le corps en décomposition de son collègue, tout en maintenant le fonctionnement du phare. Les gardiens qui arrivaient en permanence décrivaient l'état de Thomas. Les histoires que j'ai partagées sont vraiment terrifiantes. Mais la réalité encore plus inquiétante est qu'au XIXe siècle, il y avait de nombreux cas similaires. Ces événements ont servi de base à la création de mythes sur les phares maudits et les fantômes des gardiens. Néanmoins, la plupart des tragédies sur les phares pourraient être expliquées de manière logique. Pensez
à ceux qui ont choisi de devenir gardiens de phares. Beaucoup de ces personnes étaient à l'origine des solitaires et, on peut le dire, un peu étranges. Passer des semaines sur une île déserte dans de mauvaises conditions météorologiques n'est pas un travail pour tout le monde. Même une personne en bonne santé mentale peut rencontrer des problèmes. De plus, il fallait partager l'espace pendant plusieurs semaines avec un voisin de travail aléatoire, ce qui engendrait inévitablement des conflits. Rappelez-vous comment s'est déroulé le confinement il y a 2 ans. Au XIXe siècle, de nombreux cas de gardiens qui tuaient d'autres gardiens ont été enregistrés dans les phares aux États-Unis et en Europe. Cependant, de tels exemples n'expliquent pas la disparition des personnes sur les ailes. Après l'incident avec les 2 Thomas, une nouvelle règle a été établie. Chaque phare devait désormais avoir 3 gardiens en même temps. C'est ainsi que se composait l'équipage sur les îles Flann. Il est peu probable qu'ils aient tous pu devenir fous en même temps, s'entretuer et disparaître. Que s'est-il vraiment passé? La disparition sur les îles Flann a eu lieu en 1900, ce qui appartient en fait déjà au XXe siècle. À cette époque, des changements significatifs avaient eu lieu dans les phares du monde entier. Une nouvelle technologie pourrait aider à expliquer cette mystérieuse disparition. Pour cela, il est nécessaire de se remémorer un peu l'histoire. La dernière fois, nous avons discuté de la construction active de phares dans la première moitié du XIXe siècle. Mais cela a-t-il résolu le problème des naufrages? Pas toujours. Ce n'était pas une question de conception des phares eux-mêmes ou de leurs lampes, dont la plupart étaient à huile. Le principal problème était l'insuffisance de la luminosité, ce qui faisait que les marins ne pouvaient tout simplement pas le voir. Tout a changé grâce à un physicien français. La construction se poursuivait activement. Sa découverte la plus célèbre est la lentille de Fresnel. Pour comprendre le génie de cette invention, il n'est pas nécessaire d'avoir un doctorat. Il suffit d'avoir des connaissances de base en physique comme moi. Lorsque vous allumez une ampoule, la lumière se propage dans toutes les directions. Cependant, à mesure que vous vous éloignez de la source, sa luminosité diminue. La lentille de Fresnel, grâce à ses éléments prismatiques, collecte et réfracte la lumière, la dirigeant dans une seule direction, ce qui augmente considérablement la luminosité et la visibilité. Ce principe est encore largement utilisé dans divers domaines, des projecteurs de cinéma aux phares de voitures. Cependant, l'utilisation principale de la lentille de Fresnel au XIXe siècle était pour les phares à travers le monde. Les tailles des lentilles pouvaient atteindre 2 mètres ou plus, et de plus, elles tournaient, créant un effet scintillant, ce qui augmentait la visibilité de la lumière à distance. À la fin du XIXe siècle, les gardiens étaient responsables de la rotation des lentilles. La rotation de la lentille était contrôlée par les gardiens. À la fin du XIXe siècle, une innovation intéressante a été introduite, le bain de mercure, qui a rapidement gagné en popularité. La base de la lentille de Fresnel était placée dans une grande quantité de mercure, ce qui simplifiait et adoucissait considérablement le processus de rotation. Cette invention a été une véritable trouvaille pour les phares. Il y a plusieurs décennies, les gardiens non seulement inhalaient des vapeurs de mercure dangereuses, mais étaient également en contact constant avec celui-ci à main nue. À l'époque, la toxicité du mercure était souvent sous-estimée, et les gardiens peu instruits savaient un peu de choses sur ces dangers. Les symptômes d'intoxication par les vapeurs de mercure incluent des vertiges, de l'irritabilité et une détérioration de la mémoire.
ainsi que d'autres troubles cognitifs. Il existe un avis sérieux, selon lequel c'est précisément le mercure qui aurait pu être la principale cause des troubles mentaux des gardiens à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. La question clé se pose maintenant. Le mercure aurait-il pu être responsable des événements sur les îles Pluton? Si ce n'est pas le cas, que pourrait-il alors s'être passé? Examinons les théories clés. Nous ne discuterons pas de l'hypothèse du fantôme de l'elfe mort, mais nous nous concentrerons sur des hypothèses plus réalistes. La première théorie, la méga-vague. Les phares tenaient un journal, rigoureusement, où les gardiens enregistraient quotidiennement leurs rapports sur les tâches accomplies et d'autres informations importantes. Au cours de l'enquête, une inscription inhabituelle a été découverte dans ce journal. Thomas Marshall a enregistré une vague de dimension colossale, si terrifiante que le chef gardien Dukas priait, tandis que MacArthur pleurait. C'était la dernière inscription dans le journal, faite le 15 décembre, le jour où le phare s'est éteint et où le gardien a disparu sans laisser de traces. La théorie de la méga-vague pourrait expliquer à la fois les destructions sur l'île et la disparition des gardiens. Ils auraient tout simplement pu être emportés. Cependant, ce jour-là, aucune information sur de telles vagues n'a été signalée dans les environs des îles. De plus, elle n'explique pas pourquoi l'un des hommes a été retrouvé sans vêtements. Si la cause était la méga-vague, qui a alors fait l'inscription à son sujet dans le journal? Cela ne tient pas la route, surtout compte tenu du fait qu'il a été révélé par la suite. Aucune telle inscription n'existait dans le journal. Le jour, c'est une fiction. La deuxième théorie, les meurtres. L'un des gardiens aurait pu s'en prendre à ses collègues, puis se jeter dans l'océan. Compte tenu des faits connus sur le sort des phares, cette version semble plausible. Tout d'abord, l'un des gardiens aurait pu être submergé par la folie due à un bain de mercure ou à la solitude. Ensuite, un conflit domestique est possible. Il est connu que Donald MacArthur était irritable et colérique. Le principal inconvénient de cette théorie est l'absence de preuves. Une bagarre ou un meurtre laisse généralement des traces, du sang, des objets cassés, etc. Cependant, rien de tel n'a été découvert, ni dans le phare, ni sur l'île. La troisième théorie, la plus probable, est que la cause était une tempête ordinaire. Les gardiens ont réalisé qu'un mauvais temps approchait. James Dukas et Thomas Marshall sont partis sécuriser des caisses avec des cordes, peut-être laissées au phare. Pendant ce temps, MacArthur a remarqué que la tempête était beaucoup plus forte que ce qu'ils avaient prévu et s'est dépêché d'avertir ses collègues. La cause la plus probable est une tempête ordinaire. La situation s'est développée rapidement, ce qui explique la chaise trouvée au sol et la veste abandonnée. En conséquence, les trois ont disparu alternativement avec la vague. Ce n'était pas une méga-vague ni une giga-vague, mais une vague tout à fait ordinaire que l'on peut rencontrer lors d'une forte tempête. Il est probable que c'est ainsi que les événements se sont déroulés en décembre 1900, bien qu'une version impliquant un gigantesque goéland soit également envisageable. Nous ne connaîtrons probablement jamais la vérité complète. Une chose est certaine, malgré de nombreux événements tragiques et mystérieux au XIXe siècle, les phares ont continué à incarner l'espoir et le salut. Cela a été possible grâce au fait que quelqu'un a toujours maintenu le feu allumé.